Les guerres de Vendée. La France est en révolution depuis 4 ans. La monarchie a été abolie, Louis XVI exécuté, et la République est née dans un climat d'instabilité. Mais cette République, si fragile encore, va devoir faire face à l'un de ses conflits les plus violents, les plus troubles, et les plus difficilement racontables. À l'ouest du pays, un soulèvement massif éclate. Paysans, nobles, artisans, prêtres s'unissent pour résister à la conscription, à la centralisation républicaine et à ce qu'ils perçoivent comme une guerre contre leur tradition. Ce soulèvement donnera lieu à une guerre civile de plusieurs années. On l'appelle aujourd'hui les guerres de Vendée. Chapitre 1. Première guerre de Vendée, mars à décembre 1793. Le soulèvement. Tout commence au printemps 1793. La Convention nationale impose la levée en masse. 300 000 hommes doivent être enrôlés pour lutter contre les puissances étrangères et les royalistes émigrés. Mais en Vendée, la conscription est vécue comme une agression. Le 10 mars, dans plusieurs paroisses, les paysans se soulèvent. D'abord désorganisée, la révolte prend rapidement de l'ampleur. L'émergence des chefs. À la surprise générale, ces paysans trouvent des figures de commandement imprévues. Jacques Catlinaud, colporteur analphabète, est choisi pour son charisme et sa foi. Très vite, il devient généralissime de l'armée catholique et royale. On raconte que même blessé, il refusait qu'on le soigne avant les autres. À ses côtés, Charles de Bonchamp, ancien officier du roi et respecté même de ses ennemis. Lors de la bataille de Cholet, mortellement touché, il ordonne que les prisonniers républicains soient épargnés. Une décision qui détonne dans une guerre aussi brutale. Maurice Delbé, quant à lui, prend temporairement la relève après la blessure de Catlinaud. Rigoureux, pieux, mais parfois trop long à agir selon ses pairs. Les insurgés prennent Bressuire, Thouars, Fontenay-le-Comte. En juin, ils s'emparent même de Saumur. Mais le 29 juin, l'échec devant Nantes marque un tournant. Catlinaud y est blessé grièvement. Il meurt peu après, et l'armée vendéenne perd son premier symbole fédérateur. Chapitre 2. La virée de Galerne, octobre-décembre 1793. Le franchissement de la Loire. À l'automne, après la prise de Cholet, les Vendéens franchissent la Loire. Objectif : rejoindre un port breton et obtenir de l'aide de l'Angleterre. C'est le début de la virée de Galerne. Parmi les figures notables, Henri de la Roche-Jacquelin, tout juste 20 ans, devient l'un des plus jeunes chefs militaires de France. Il galvanise ses troupes par une formule restée célèbre. Si j'avance, suivez-moi. Si je recule, tuez-moi. Si je meurs, vengez-moi. Jean-Nicolas Staufflet, ancien garde-chasse lorrain, a la discipline rude. Il a une connaissance du terrain exceptionnelle, mais son autorité provoque parfois des divisions entre chefs vendéens. L'effondrement. Les Vendéens parviennent jusqu'à Granville, mais échouent à prendre le port. Aucun renfort ne vient. Commence alors une retraite épuisante, maladie, froid, famine. Au Mans, puis à Savenay, les troupes vendéennes sont encerclées, massacrées. La rébellion est pour le moment écrasée. Chapitre 3. Les colonnes infernales, janvier-mai 1794. Une politique sans merci. La Convention nomme Louis-Marie Turreau, qui met en place des colonnes mobiles chargées de ratisser le territoire vendéen.
On les appelle les colonnes infernales. L'objectif n'est plus de vaincre militairement, mais d'éradiquer toute forme de soutien civil. Villages brûlés, femmes, enfants, vieillards abattus. À l'Éluc sur Boulogne, une centaine d'habitants réfugiés dans l'église sont massacrés. Des républicains divisés. François-Joseph Westermann est tristement célèbre pour son zèle. Il aurait écrit à la Convention « Il n'y a plus de Vendée ». A l'inverse, François-Séverin Marceau, jeune général républicain, tente de limiter les exactions. Il plaide pour des distinctions entre combattants et civils. Il est parfois ignoré. Chapitre 4. La guerre se poursuit, 1794-1795. Une guerre de guérilla. Après l'écrasement militaire, les derniers chefs vendéens se tournent vers une guerre de harcèlement. François Athanas Charette, ancien officier de marine, devient une figure centrale. Il refuse toute reddition. Il est connu pour ses mouvements éclairs et son refus obstiné de pactiser, mais aussi pour avoir tenté plusieurs négociations. Pierre Duhoux d'Hauterive, aristocrate vendéen, mène quelques succès tactiques, mais souffre d'un manque de soutien logistique. Côté républicain, Nicolas Axo se distingue par sa rigueur. Il tente d'imposer la paix par des offres de clémence, sans grand succès. Enfin, René Bordereau, surnommé l'Angevin, est l'une des rares combattantes connues. Déguisée en homme, elle aurait combattu dans plusieurs grandes batailles aux côtés des insurgés. Capturée en 1809, elle reste une figure marginale mais marquante de cette guerre atypique. Chapitre 5, l'ultime chapitre, 1795-1796. L'illusion d'un retour royal. Charette proclame Louis XVII roi sans savoir qu'il est mort. Le soutien anglais reste tiède. La résistance s'épuise. Stofflet, toujours en activité, est capturé en février 1796. Il est fusillé. Un mois plus tard, Charette est trahi, arrêté, puis exécuté à Nantes. La guerre s'éteint sans que les blessures soient refermées. Les guerres de Vendée ne se résument pas à un affrontement entre républicains et royalistes. Elles révèlent une fracture entre la France des campagnes et celle des assemblées, entre foi, tradition et révolution politique. On y trouve de part et d'autre des figures de conviction, de courage, de brutalité aussi. Des hommes et des femmes souvent dépassés, parfois guidés par une fidélité extrême. Aujourd'hui encore, le sujet divise. Mais au-delà des récits politiques, il s'est joué ici une guerre locale, complexe, mêlant tradition, survie et rupture profonde. Et c'est cela que cette vidéo tente de restituer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu souhaites découvrir d'autres pans moins connus de l'histoire, abonne-toi à la chaîne, mets un like, commente et mets la cloche.